Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop. Donc, on fait un retour, dans le fond, sur les roches. Pour la majorité des classes, on avait fait ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je sais que c'est pas toutes les classes qui sont au même endroit. Donc, ça va faire, dans le fond, un retour sur ce que c'est une roche, c'est quoi le cycle des roches et les trois types de roches. Suite à ça, là, vous pourrez suivre les consignes pour savoir quoi faire là, pour cette semaine afin de bien finir le travail sur les roches. Donc, les choses qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans Conquête 2, page 138 à 147. Je vous encourage aussi, si vous voulez, vous pouvez imprimer le PowerPoint, prendre des notes dessus. Vous pouvez peut-être prendre des notes dans un cahier de notes pour garder vos informations à un endroit pour pouvoir bien les retrouver quand on va recommencer les. Donc, premièrement, un petit rappel, on avait vu qu'un minéral, c'est une substance pure, tandis qu'une roche, c'est un mélange de plusieurs minéraux. On va voir les roches, puis quand on aura fini les roches, éventuellement, on va voir c'est quoi les propriétés des minéraux. Mais à première vue, là, on peut voir qu'une roche, c'est désordonné, c'est un arrangement qui n'est pas uniforme, il y a différentes couleurs, comme on a vu avec l'exemple du granit, tandis qu'un minéral, il y aurait une couleur, c'est plus ordonné, comme l'exemple ici du mica, où ça fait des feuilles. Donc ici, on a une image qui ressemble un petit peu à l'image dans Conquête sur le cycle de formation des roches. Dans le fond, les roches, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est toujours là et qui va être là pour toujours, mais ça se crée, ça se défait en suivant un cycle. Sur l'image, si on commence en bas de l'image avec le magma, on peut voir que quand le magma se refroidit, ça fait une roche ignée. On les voit en rouge là, sur l'image. Puis la roche ignée peut subir de l'érosion. Donc l'érosion, c'est le phénomène qui brise les roches. Ça va amener des petits morceaux de roche dans l'eau qui vont éventuellement se solidifier, puis ça va faire des roches sédimentaires qui sont en vert sur l'image. Les roches ignées et les roches sédimentaires, quand ils subissent une chaleur et une pression forte, vont se transformer en roches métamorphiques, qui est en jaune sur le schéma. Et ces trois types de roches-là, ignées, sédimentaires et métamorphiques, peuvent éventuellement fondre pour redevenir du magma. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des roches. On peut aussi le représenter d'une autre façon. Donc, si j'ai du magma, donc ce que le magma peut faire, c'est refroidir. S'il refroidit, je crée des roches ignées. Les roches ignées peuvent faire deux choses différentes. Ils peuvent soit subir de l'érosion, donc se dégrader, ou subir de la chaleur et des pressions, donc se métamorphoser. Donc, vont devenir soit des roches sédimentaires ou des roches métamorphiques. Les roches sédimentaires peuvent, elles aussi, subir de la chaleur et de la pression, donc devenir une roche métamorphique. Et les roches métamorphiques peuvent, elles aussi, subir de l'érosion, donc devenir sédimentaires. Et finalement, comme je disais, ces trois types de roches-là peuvent redevenir du magma. Donc, une autre façon de représenter le cycle de formation des roches. Sur ce schéma, pour qu'il soit plus complet, j'ajouterai sur les flèches chacun des mots. Donc, magma, roche ignée, refroidissement, roche ignée à roche sédimentaire, érosion, roche ignée à roche métamorphique, chaleur et pression, sédimentaire à métamorphique, chaleur et pression, et métamorphique à sédimentaire, érosion. Encore une fois, c'est le même schéma, juste représenté un peu différent. Donc, on va commencer avec les roches ignées. En gros, une roche ignée, c'est une roche qui est issue du refroidissement du magma, donc une roche qui se crée quand le magma devient de plus en plus froid et devient donc. Il y a deux catégories de roches ignées, les roches ignées intrusives et les roches ignées extrusives. Donc, intrusive, ça ressemble au mot intérieur. Donc, ça veut dire que ça s'est fait à l'intérieur de la Terre. Si une roche ignée se fait à l'intérieur de la Terre, la température à l'intérieur de la Terre est quand même assez élevée. Donc, ça va prendre plus de temps à se refroidir. Vu que c'est un refroidissement qui est lent, ça va avoir le temps de créer des gros cristaux brillants dans la roche. Une roche ignée extrusive, donc à l'extérieur, ça va se refroidir beaucoup plus rapidement parce qu'il fait froid à l'extérieur de la Terre comparativement à l'intérieur de la Terre. Donc, vu que ça se refroidit rapidement, ça va faire des petits cristaux qui sont peu brillants. Ici, c'est des exemples de roches ignées intrusives, la pyrite de fer, le granit. Ensuite, extrusive, il y a le basalte et la lave durcie, donc peut-être la plus facile à se rappeler. Donc, la lave qui coule d'un volcan, ça durcit. Petit point d'information important. La lave et le magma, donc c'est deux termes différents. La lave, c'est quand le liquide est rendu à l'extérieur de la Terre et le magma, c'est à l'intérieur de la Terre. Donc c'est exactement le même liquide, mais change de nom selon où est positionné. Donc magma dans la Terre, lave à l'extérieur. Un peu le même principe qu'en début de l'année, que météore puis météorite, c'est la même chose, sauf que ça dépend de où c'est placé. Donc,
Même chose avec la lave puis le magma, il faut utiliser le bon terme. Donc, magma à l'intérieur, lave à l'extérieur. Ensuite, les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, c'est les roches qui sont issues de la compaction et de la cimentation des sédiments créés, il manque un accent aigu, par l'érosion des roches. Donc, en gros, l'érosion, on avait parlé quand on a parlé des marées. Donc, quand il y a de l'eau, par exemple, qui passe souvent, qui monte puis descend, ça va finir par effriter les roches, briser les roches. Les petits morceaux de roches vont se retrouver dans l'eau et vont se déplacer. Le vent aussi, ça peut créer de l'érosion. Il y a différents facteurs. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est que les roches peuvent se briser. Et quand ils se brisent, ça fait des petits fragments de roches, un peu comme du sable, qui va être transporté. Et ces petits fragments de roches-là, quand ils vont se remettre ensemble, c'est ça qui va faire des roches. Une particularité des roches sédimentaires, c'est qu'ils ont des strates. Donc, des strates, c'est des couches visibles de différentes couleurs qui représentent différentes époques de formation. Donc, par exemple, quand on fait des recherches, des fouilles archéologiques, si on trouve un fossile dans une certaine strate, on peut savoir mieux quel est l'âge du fossile parce qu'on sait c'est quoi l'âge de cette strate-là de roche, à quel moment elle a été formée. Les fossiles, c'est un indice, un très bon indice pour identifier une roche sédimentaire. C'est le seul type de roche qui va contenir des fossiles. Donc ici, c'est un petit diagramme qui représente comment la roche va se former. Donc au départ, j'ai des sédiments, les petits grains qui sont séparés. Ils vont s'accumuler dans le fond de l'eau. Puis à cause que l'eau va mettre une pression sur les petits grains, ça va les rapprocher. Puis éventuellement, il y a de l'eau qui passe à travers ces petits grains-là, puis dans l'eau, il y a du sel, il y a d'autres solutés, puis ça va tout se coller ensemble, un peu comme un ciment, donc la cimentation, et c'est là que la roche... Il y a trois catégories de roches sédimentaires, les roches clastiques, les roches chimiques et les roches organiques. Donc je vais commencer avec les roches clastiques. Donc les roches clastiques, c'est des roches qui sont faites par le dépôt de sédiments dans le fond d'un cours d'eau selon leur taille. Donc dans le fond, quand les sédiments descendent, par exemple, il y a une rivière qui effrite la montagne, il y a des sédiments qui viennent dans l'eau de la rivière, éventuellement la rivière va aller dans un plus grand cours d'eau, puis les sédiments vont se déposer dans le fond de l'eau. Après ça, ils vont se compacter puis cimenter. Ici, c'est un tableau un petit peu compliqué, là, mais je voulais juste vous montrer que la première colonne qui est les diamètres et la dernière colonne qui est sédiment consolidé. Dans le fond, c'est juste pour vous montrer que le nom de la roche change. La dernière colonne, c'est le nom de la roche, selon c'est quoi la taille des particules. Donc, une roche qui est faite de plus gros morceaux va se retrouver plus proche du bord de l'eau parce que les morceaux sont plus lourds, donc vont tomber rapidement. Tandis qu'une roche qui est composée de plus petites particules va se trouver plus loin du bord de l'eau parce que les particules ont flotté plus longtemps dans l'eau avant de tomber. Donc, je voulais juste vous faire remarquer que dans les roches sédimentaires classiques, le classement ou le nom des roches va par rapport à la grosseur des particules. C'est vraiment pas des choses qu'il faut connaître là, qui est dans donc, premier exemple, conglomérat. Donc, celui-là, ce serait celui qui serait le plus proche du bord de l'eau parce que c'est des plus gros morceaux. Après ça, le grès, qui serait un peu plus long. Et le dernier serait le shell avec les plus petites particules. Donc, c'est un peu comme de l'argile qui s'est solidifiée. Deuxième type de roches sédimentaires, les roches chimiques, donc qui sont dues à l'évaporation de l'eau et du dépôt des minéraux qui étaient en solution dans l'eau selon la solubilité. Donc, je vous montre un petit exemple. J'ai essayé de faire des béchers. Donc, on a un bécher qui contient de l'eau, du sel et du sucre, donc qui est une solution, un mélange homogène. Et là, ce qui va arriver, si je laisse ça sur un comptoir, avec le temps, c'est que l'eau va s'évaporer. Puis, si j'avais mis, par exemple, 40 grammes de sel puis 40 grammes de sucre dans 100 ml d'eau, et que là, l'eau diminue puis que j'ai plus 100 ml, ben, je pourrais plus avoir, si la solubilité du sel dans l'eau, c'est 40, ben, je ne pourrais plus avoir 40 grammes de soluté entre les interstices. Ça veut dire que le sel va aller commencer à se déposer dans le fond. Puis après ça, quand il y aura encore moins d'eau, j'aurai plus de place pour le sucre non plus dans les interstices, donc le sucre va aller se déposer. Donc en gros, quand l'eau est là, mes solutés minéraux, ils sont dans les interstices. Quand l'eau s'évapore, ils n'ont plus de place dans les interstices, donc vont aller se déposer dans le fond. Et ça va être toujours le minéral qui a la plus petite solubilité, qui va être le plus creux. Bon, par avant, on faisait des exercices de calcul de solubilité en lien avec ça. On ne fera pas ça cette année, mais quand même, sachez que la solubilité a un impact dans la formation des roches sédimentaires chimiques. Des exemples calcaires,
le gypse. Ici, c'est juste une autre forme de gypse qu'on appelle la rosée, la craie. Et voilà. Troisième type, catégorie de roches sédimentaires, c'est les roches organiques ou biochimiques, comme ils appellent dans Conquête. Donc, c'est fait à partir de matière organique. Donc, matière organique, ça veut dire de la matière vivante. Donc, ça veut dire qu'il y a un être vivant, un animal, une plante, qui s'est décomposé, puis en se décomposant, ça le produit cette roche. Donc, les deux exemples les plus connus, le charbon et le pétrole. Donc, le pétrole, ça peut nous surprendre, c'est liquide, mais ça rentre quand même dans la catégorie des roches organiques parce que c'est fait de matière organique. Donc, ici, c'est le charbon. Troisième catégorie de roches, les roches métamorphiques. Donc, une roche métamorphique, c'est une roche issue du métamorphisme des roches ignées et sédimentaires suite aux fortes températures et aux fortes pressions. Donc, si j'ai une roche sédimentaire ou ignée qui se retrouve dans une situation où il fait très chaud ou qu'il y a beaucoup de pression, les minéraux à l'intérieur vont se repositionner. On appelle ça un réarrangement. Ils vont aussi se recristalliser. Puis, en faisant ça, dans le fond, ça change le type de roche. Elle n'a plus le même aspect parce qu'elle s'est transformée en raison de la température. Donc, ça fait des roches qu'on appelle rubanées. Donc, on peut voir des rubans dessus. Donc, visuellement, on peut vraiment voir qu'il y a eu une ou des roches foliées qui contiennent des feuillets. Donc, un peu le même type. On peut le voir assez facilement. Donc, ici, il y a une image qui montre la foliation. Donc, j'ai ma roche, celle qui est en haut au départ, où les minéraux, les particules sont un peu aléatoires, irréguliers à l'intérieur. Mais quand on met une grosse pression dessus, ça les a toutes réalignées. Puis là, c'est cet alignement-là que je serais capable de voir sous forme de feuillet. Il y a deux types de métamorphisme, régional et de contact. Donc, un métamorphisme régional, ça se produit entre deux plaques tectoniques, donc une zone de contact entre deux plaques tectoniques. Puis cet endroit-là, il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de pression. Un métamorphisme de contact, ça serait à la proximité d'un volcan. Donc, à cet endroit-là, il y a beaucoup de chaleur, mais il n'y a pas de pression. Donc, ça ne fait pas le même type de métamorphisme. Donc, régional, deux plaques tectoniques, chaleur et pression. Contact, seulement chaleur. Ici, c'est une faille bien connue qui est la faille de San Andreas en Californie. Donc, ici, ce serait du métamorphisme régional. Donc, il y a deux plaques tectoniques qui glissent sur l'autre. On voit ici là, les cartes. Puis, ça fait que la partie là, où on voit, si vous voyez les deux points bleus sur la première partie, Los Angeles et San Francisco, avec un certain écart, les plaques sont en train de se déplacer. Éventuellement, les deux villes seront une à côté de l'autre. Donc ça, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités tectoniques et beaucoup de métamorphisme. Donc ici, c'est des exemples. Le shale devient du schiste une fois qu'il y a eu le métamorphisme. Le granit devient du gneiss. Le calcaire devient du marbre. Le grès devient de la quartzite.